Vous écoutez Micro Macro. Le podcast de la Banque nationale de Belgique. On commence avec ce qui ressemble à une bonne nouvelle. Il y aura 11 000 nouveaux emplois en Wallonie en 2025. C'est quoi le problème de l'emploi en Wallonie ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'emplois en Wallonie ? C'est donc le 3e jour de grève. Le secteur privé a rejoint le public. Le taux de chômage chez nous, en Belgique, dépasse désormais la moyenne de la zone euro. On a fait un budget qui est robuste, qui est solide. Nous avons mis un terme au excès du système. On a vraiment l'impression qu'il rit de nous et ça ne plaît pas au travail. On n'est pas encore en temps de guerre, mais on n'est plus en temps de paix non plus. The European Union must act to protect consumers and business. My favorite word is tariff. Faut faire des économies. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Micro Macro, le rendez-vous où l'on prend le temps de comprendre ce qui se joue derrière les chiffres et les analyses de la Banque nationale de Belgique. Je m'appelle Léa Druck et aujourd'hui nous allons parler d'une de nos publications phares, les projections économiques. C'est une publication qui sort 2 fois par an, mais dans le fond, à quoi servent-elles ? Comment sont-elles élaborées ? Et puis bien sûr, quels sont les résultats de nos prévisions de décembre 2025 ? En bref, qu'est-ce qui va se passer pour l'économie belge et européenne dans les années à venir ? Pour discuter de tout cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Cédric Dupré, chef du groupe Conjoncture et Prix de notre département des études. Cédric, bonjour. Bonjour Léa. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qu'on entend concrètement par projection économique ? Mais concrètement, c'est un exercice de prévision concernant une série de variables économiques comme la croissance, l'inflation, l'emploi, etc. Et en fait, nous, on va essayer de prédire ces variables pour la période 2025-2028. Il s'agit en fait d'un exercice coordonné par la Banque centrale européenne et les résultats de chaque pays vont être regroupés dans un agrégat zone euro. Et qu'est-ce que ça apporte au juste de réaliser ce genre de projection ? Le but premier, c'est d'informer la BCE et le Conseil des gouverneurs, où siège notre gouverneur Pierre Winch, pour éclairer ce Conseil des gouverneurs au mieux dans sa prise de décision de politique monétaire, c'est-à-dire la fixation des taux d'intérêt. Les prévisions d'inflation et de croissance de la zone euro sont en fait une boussole indispensable pour anticiper les trajectoires économiques et se tenir prêt à prendre les décisions de politique monétaire les plus appropriées dans le but de maintenir l'inflation à un niveau proche de 2%. Alors le monde politique et les acteurs socio-économiques en Belgique sont également très intéressés par ce produit. Le gouvernement, mais également les représentants des syndicats et des entreprises, voire les auditeurs de ce podcast, sont ainsi informés de nos résultats. Est-ce que vous travaillez alors avec les autres banques centrales pour établir ce genre de projection ? Oui, en effet, c'est un exercice collégial avec les autres banques centrales. Alors, le travail de prévision, c'est vraiment chaque banque centrale qui l'effectue, mais on travaille dans un cadre clair avec des hypothèses communes qui sont établies par la Banque centrale européenne. Par exemple, sur une prévision des prix futurs du pétrole ou du taux de change, ou le programme ETS, c'est-à-dire la taxation carbone au niveau européen. Et chaque pays, en fait, va travailler avec les mêmes hypothèses. Il existe donc ce cadre international clair. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va parler, nous, de projection plutôt que de prévision pour faire référence à ce cadre de travail bien défini. Mais les hypothèses sont communes pour tous les pays européens, par exemple, mais chaque pays a ses spécificités. Je pense par exemple qu'en Belgique, on a l'indexation des salaires. Oui, c'est exact. Donc à partir de ces hypothèses et de ce cadre commun, nos experts ils vont travailler, chacun sur leur domaine de spécialisation, en tenant compte des spécificités belges. C'est là qu'interviennent toute notre expertise et la connaissance fine de chaque domaine économique. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, il existe de nombreux modèles qu'on va utiliser, mais ce qui est important, c'est de savoir que les experts, ils vont travailler ensemble, ils vont communiquer entre eux. Voilà, pour être concret, donner un exemple, les experts en inflation, ils vont établir une première estimation de l'inflation, en tenant compte, je vous l'ai dit, des hypothèses communes au niveau européen. Et puis, les experts salaires vont reprendre ces prévisions d'inflation pour eux-mêmes prédire l'évolution des salaires. Et donc, ces données vont ainsi passer d'experts en experts, seront ensuite transmises à nos experts en modélisation qui intègrent le tout dans un modèle de type mathématique qui va permettre de vérifier la cohérence de toutes ces évolutions. Alors, l'ensemble
du processus, au final, il dure quand même un peu plus de 2 mois, car il nécessite beaucoup d'allers-retours et d'interactions entre nos experts. Oui, c'est ça. J'imagine que vous ne faites pas vos calculs la veille de la publication. Est-ce que vous tenez quand même compte de l'actualité à court terme ? Je pense par exemple à l'accord budgétaire qui a été pris fin novembre. On ne peut pas passer vraiment à côté de ce genre d'annonce. Donc comment est-ce qu'on fait ? Pour être honnête, c'était une catastrophe. Alors, comprenez-moi bien, hein, donc on est bien sûr ravis qu'un accord de gouvernement ait été conclu. Mais c'est vrai que le 24 novembre, en se levant et qu'on apprend, qu'on découvre l'accord, c'est un timing pour nous terrible. On était déjà bien avancé dans ce processus de projection. Pour info, notre date de clôture interne, elle était une semaine plus tard, le 2 décembre. Donc il a fallu tout remodifier pour prendre en compte au mieux tous les éléments de l'accord. Ça a été un véritable défi et ça a nécessité du travail supplémentaire en soirée pour bon nombre de nos experts. On lit dans la presse que certains détails des mesures prises récemment restent flous, comme la taxe sur la plus-value ou l'indexation partielle des salaires. Comment est-ce que vous tenez compte de ces zones d'incertitude dans les projections ? Nous ne cachons pas qu'on a dû faire des hypothèses. Pour donner un exemple, l'indexation plafonnée. Vous savez que les tranches de salaire au-delà de 4 000 € ne seront pas indexées. Eh bien, on a pris l'hypothèse d'introduire la mesure dès janvier 2026. Or, c'est vrai, il existe une incertitude quant au timing exact d'implémentation de la mesure, avec la question de savoir si tous les textes seront votés pour le 31 décembre 2025. Dans la pratique, on sait aussi qu'il existe différents mécanismes d'indexation. Le secteur public, cela dépend d'un indice pivot qui doit être dépassé. Pour le secteur privé, ça va dépendre des commissions paritaires. Une indexation parfois qui aura lieu une fois par an, en janvier. Pour d'autres commissions, une fois tous les 6 mois ou tous les 3 mois, voire tous les 2 mois. Donc tout cela est assez complexe. Donc c'est vrai que selon le moment où la mesure sera effectivement inscrite dans la législation et approuvée, sa mise en œuvre pourrait au final être plus tardive que prévu et donc son effet pourrait être plus progressif que ce que nous avons prévu dans nos projections. On est transparent là-dessus. Nous, on a supposé que l'impact total, il se ferait sentir dès le 1er janvier 2026. Il en va d'ailleurs de même pour d'autres mesures comme l'augmentation de la TVA sur certains produits. On va supposer ici pour cet exercice un impact immédiat et complet alors que dans la réalité, on doit admettre que ce sera peut-être plus progressif que cela. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet et commençons par parler d'inflation. L'inflation a ralenti, c'est bien ça ? Oui, on a connu un épisode de forte inflation, tout le monde l'a encore en mémoire, avec la crise énergétique qui a commencé en 2021. Ce choc, il a duré plusieurs années, car la hausse des prix de l'énergie a petit à petit percolé dans toute l'économie. Et donc, on sait, toutes les entreprises utilisent de l'énergie et ont donc répercuté en partie la hausse de ces coûts sur leur prix de vente. Mais ces entreprises, elles sont parfois à leur tour fournisseuses de biens et de services pour d'autres entreprises. Et donc, la hausse de prix, elle s'est petit à petit propagée dans toute l'économie et même au final dans des secteurs qui ne sont pas grands consommateurs d'énergie. Mais cet épisode, il est derrière nous, c'est juste ? Oui, l'inflation est bien en baisse. Elle se situe actuellement autour de 2%. Toutes les composantes, globalement, se sont maintenant calmées, même les services qui ont été les derniers à connaître des hausses importantes de prix. Et puis, il faut ajouter que l'euro est actuellement assez cher. Et donc, c'est vrai que cela contribue à maintenir l'inflation à un niveau assez bas. On parle aussi beaucoup d'une hausse de la TVA sur certains produits. Est-ce que cela n'aura pas tendance à augmenter aussi l'inflation ? Oui, tout à fait. Dans l'accord du gouvernement de novembre, il n'y a pas de hausse généralisée des taux de TVA, mais il y a par contre un certain nombre de produits qui voient leur taux passer de 6 à 12%. Ils changent en fait de catégorie. C'est le cas notamment des nuitées d'hôtel ou des plats emportés. Il y a aussi des mesures qui ont été prises au niveau des accises sur le gaz qui vont augmenter. Et donc, selon nos estimations, ces mesures vont pousser l'inflation à la hausse d'environ 0,3 points de pourcentage en 2026, ce qui nous amènerait au final à une inflation en Belgique de 2,2%. Ça veut dire donc qu'elle aurait été de 1,9% sans ces mesures. Il y a donc, c'est vrai, un petit boost au niveau de l'inflation, mais elle reste globalement toujours bien dans le voisinage de 2%. Parlons aussi de l'emploi.
Une mesure importante qui va entrer en vigueur, c'est la limite dans le temps des allocations de chômage. Donc toutes ces personnes qui ne toucheront plus le chômage, ce sont des personnes qui devraient arriver sur le marché du travail. Est-ce qu'elles y trouveront toutes un emploi ? Alors, c'est difficile à dire. D'abord, cela va se produire par vagues successives. On sait qu'au cours du premier semestre 2026, environ 120 000 personnes perdront leur droit aux allocations de chômage. D'ici mi-2027, 70 000 personnes supplémentaires viendront s'ajouter à ce chiffre, ce qui portera le total à environ 190 000 personnes. Alors, il est extrêmement difficile de se prononcer sur le nombre exact de personnes qui parviendront à trouver un emploi. Pour être honnête, on n'a pas connu d'épisode d'une telle ampleur par le passé et donc on n'a pas vraiment de point de référence. Mais en plus, on parle aussi d'un retour progressif au travail d'environ 100 000 personnes en incapacité de longue durée. Comment ça se fait ? Oui, c'est vrai, et ça va s'ajouter. Donc au niveau des personnes en incapacité de longue durée, on en a plus de 500 000 en Belgique actuellement. C'est un chiffre qui est en constante augmentation chaque année. Et donc, en effet, il y a une série de mesures d'activation qui vont être mises en place pour enrayer cette tendance à la hausse, voire en fait même l'inverser. Ici encore, c'est très difficile de faire une prévision précise du nombre de personnes qui pourra retrouver un emploi. Alors, une partie d'entre elles ont en fait déjà un emploi et sont en arrêt de travail à temps partiel. Mais de manière générale, je dirais que ce soit d'ailleurs les personnes au chômage ou celles en incapacité de travail ou maladie longue durée, il ne faut pas s'attendre à ce que toutes retrouvent un emploi. De manière générale, dans ces deux groupes, on retrouve proportionnellement plus de personnes peu qualifiées, plus de personnes âgées, plus de personnes résidant en Wallonie, là où les demandes d'emploi sont moins importantes. Donc tout ça pourrait limiter au final la capacité de ces personnes à retrouver rapidement du travail. On appelle ça, nous, en économie, le mismatch. C'est un peu la différence entre le profil des personnes qui cherchent un emploi et par contre le profil des personnes qui sont recherchées par les entreprises. Est-ce que vous prévoyez qu'il y aura plus d'emplois alors ? Alors oui, au final, on prévoit une reprise de la création d'emplois qui était plutôt au ralenti ces 2 dernières années, notamment donc grâce à l'activation de ces personnes. Au total, on est sur une prévision d'environ 130 000 emplois au cours de la période de prévision, donc des 4 années de 2025 à 2028. Attention, cela ne signifie pas comptable uniquement sur les personnes perdant leur allocation de chômage ou leur assurance invalidité. Il y a aussi une augmentation naturelle du nombre d'habitants et donc en fait une création naturelle d'emplois. On peut peut-être aussi préciser que même si ces mesures ne déploient pas encore tous leurs effets, elles pourraient porter leurs fruits à plus long terme au fur et à mesure que les personnes pourront retrouver de l'emploi, notamment en jouant aussi sur les incitants, c'est-à-dire via la réduction de ce qu'on appelle les freins à l'emploi. Mais on parle de croissance de l'emploi, donc j'imagine qu'il y a une croissance économique. Lors des dernières prévisions réalisées en juin dernier, vous anticipiez une croissance économique proche de 1%. Est-ce toujours le cas ? Oui, c'est exact. C'est une des principales variables que nous estimons. C'est le produit intérieur brut, donc c'est la mesure de l'activité en Belgique. Sa croissance, c'est ce qu'on appelle la croissance économique. Et on prévoit en effet une croissance annuelle relativement constante, à environ 1% sur la période 2025-2028. C'est une croissance essentiellement soutenue par la consommation privée et au fur et à mesure de l'horizon de projection, elle va petit à petit marquer le pas à cause notamment d'une évolution un peu moins favorable du revenu disponible suite notamment aux mesures gouvernementales qu'on a déjà évoquées. Mais ça va être compensé par une hausse de l'investissement, en particulier donc des ménages et des entreprises. Et donc au total, pas de grand changement par rapport à ce que nous avions prévu en juin en matière de croissance économique. Donc, pas de grand changement, et ce, malgré les mesures du gouvernement. Oui, parce que le paquet de dernières mesures qui a été adopté aura au final peu d'impact sur la croissance économique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est vrai que l'indexation partielle, elle va pénaliser les allocateurs sociaux, donc ceux qui touchaient des pensions ou des allocations de chômage supérieures à 2 000 €. Ça va nécessairement peser en partie sur leurs dépenses. Mais cette indexation partielle, elle touche également des personnes avec des plus hauts revenus, au-delà de 4 000 €. Et ces personnes, en général, elles ne consomment pas tous leurs revenus, elles épargnent en partie. On considère donc qu'elles épargneront un peu moins sans trop réduire leur consommation. Donc cela, globalement, devrait peu pénaliser la croissance économique. Mais au final, ce chiffre,
1% de croissance que vous avez mentionné plus tôt, est-ce que c'est suffisant ? Alors ça, c'est une question difficile, hein, c'est presque une question philosophique et je dirais c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Alors d'un côté, on peut dire que l'économie belge, elle s'est au final montrée assez résiliente face aux courants contraires qu'ont été la crise Covid, la crise énergétique ou les tensions commerciales. Mais d'un autre côté, ce 1% de croissance, ça pose question, notamment si ça devait devenir la nouvelle norme. On sait qu'en perspective historique, on était plutôt à une croissance d'environ 1,5%. On est donc clairement plus bas. Donc ça pose de manière générale pour la Belgique, mais c'est vrai aussi pour l'Europe dans son ensemble, toute la question de la soutenabilité et du décrochage, notamment via d'autres grands blocs économiques. La Chine enregistre des taux de croissance de près de 5%, les États-Unis sont toujours au-dessus de 2%. Donc fondamentalement, c'est vrai que ça va poser des questions de soutenabilité de l'économie face notamment aux défis à venir, le défi climatique, mais aussi le défi du vieillissement. Et aussi en fait en toile de fond, la question de la soutenabilité des finances publiques. On va parler un peu justement du déficit public. L'effort prévu de 9,2 milliards d'euros d'ici 2029 va permettre de le diminuer. C'est bien cela ? Oui, mais en partie seulement, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que le budget a été planifié jusque 2029, alors que nous, notre horizon de projection, il s'arrête en 2028. Or, il est vrai qu'il y a une série de mesures qui donneront leur plein rendement seulement en 2029. Donc voilà, il n'y a qu'une partie du coup de ces mesures d'assainissement qui vont rentrer dans notre exercice. La deuxième raison, c'est qu'on a été parfois un peu plus conservateur que ce qui est inscrit au budget. On part par exemple d'un rendement un peu moins élevé de la lutte contre la fraude ou un rendement un peu moins élevé de l'activation des malades de longue durée. Ceci dit, on va prendre plus de 80% des mesures, donc beaucoup d'efforts ont été consentis et ces mesures vont dans la bonne direction. Pour être clair, le déficit il serait beaucoup plus important sans ces mesures. Si je prends l'ensemble des mesures décidées par le gouvernement, donc pas seulement l'accord de novembre, mais également l'accord initial du gouvernement et l'accord d'été, grosso modo, cela a permis de réduire le déficit d'environ 1,5% du PIB en 2028, ce qui n'est vraiment pas rien. Et est-ce que ça suffira à réduire significativement le déficit public ? La réponse là est malheureusement non, cela ne suffira pas. Le déficit public reste élevé dans un voisinage de 5%, donc chaque année jusqu'en 2028. On se retrouve donc dans une situation économique difficile avec un déficit public à 5%, ce qui est en fait trop élevé et loin du niveau de référence de 3%, qui d'ailleurs est un niveau qui permettrait de stabiliser la dette. On a donc une dette publique qui va continuer à augmenter. Il y a donc eu des efforts. Certaines mesures, d'ailleurs, je vous l'ai dit, ne produiront leur plein effet qu'à plus long terme, comme la limitation dans le temps des allocations de chômage, par exemple. Mais soyons honnêtes, à court terme, cela ne suffit pas. Les coûts liés au vieillissement de la population, l'augmentation des charges d'intérêt continuent de creuser le déficit budgétaire. Et de plus, nous sommes désormais obligés d'augmenter notre dépense de défense, ce qui pèse également sur le déficit. Voilà, c'était ma dernière question. Alors pour résumer un peu les gros points dont on a parlé aujourd'hui, c'est que l'inflation est sous contrôle, l'économie belge progresse modérément, mais des efforts supplémentaires seront nécessaires si on veut assainir les finances publiques. Merci Cédric pour vos analyses et cette conversation. Merci à vous qui nous écoutez. C'était Micro Macro, le podcast de la Banque nationale de Belgique. À très vite pour un nouvel épisode. Micro Macro.